Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième podcast avec notre diététicien préféré, avec Ewal, qui est un diététicien qui s'est spécialisé aussi dans le milieu sportif. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser aux femmes, à votre alimentation, mesdames, et puis aussi un peu parler du milieu sportif parce que ça reste un milieu qui nous intéresse. Donc, bienvenue à toi. Bonjour à toi, Aveline, et bonjour à tous pour ce deuxième podcast. T'es content d'être là pour la deuxième fois? Oui, ravi. Franchement, on a eu évidemment. des bons retours sur le premier podcast, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième avec des choses potentiellement plus concrètes, tu vois, Oui. qui vont peut-être plus intéresser les gens dans leur quotidien réellement, plutôt qu'être vraiment dans les grands mots de la diététique qui est parfois très compliqué à comprendre quand on n'est pas éduqué à ça. Ouais, écoute, on va essayer de vulgariser, de la jouer pratique pour que les gens puissent appliquer ça au mieux chez eux. Ok, et alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, on va faire un petit jeu pour lequel il n'en a pas encore connaissance. Donc du coup, ça sera vraiment des questions que tu vas découvrir sous forme de jeu. Et alors, on va parcourir 10 questions. Comme ça, vous avez aussi une structure de vidéo. Après les 10 questions, 2 petits jeux. Et puis, on vous laissera tranquille. Et j'espère qu'on va vous apporter vraiment beaucoup de valeur dans ce podcast parce que c'est ce qui est le plus important pour moi sur ma chaîne YouTube. Tout à fait, c'est quand tu veux. Ok, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, la première question, je pense que c'est une question hyper importante, c'est vraiment, au travers de l'alimentation, comment tu fais ou quel conseil t'aurais à donner pour qu'on garde de l'énergie? Tout au long de la journée, je présume. Tout au long de Oui. la journée, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gros coups de fatigue. Alors, voilà, moi j'en parle sur ma chaîne, mais c'est intéressant de voir l'avis d'un professionnel, mais de vraiment garder cette énergie tout au long de ta journée sans avoir le gros down, le gros crash qu'on peut avoir durant la journée, quoi. Bien entendu, au niveau diététique et alimentaire, il y a des choses à mettre en place pour être en meilleure forme que si on ne les avait pas mis en place. Évidemment, nous, on va parler aujourd'hui que du côté nutrition Oui. et du côté diététique. Je parle bien évidemment, il y a le sommeil, il y a le stress, il y a l'activité physique, il y a un tas de choses. Mais si on se concentre uniquement sur l'alimentation aujourd'hui, voilà, on va peut-être l'entendre, on l'a peut-être déjà entendu énormément de fois, mais on dit que le déjeuner, le petit déjeuner, est le repas le plus important de la journée. Il est vrai qu'avoir quelque chose qui convient par rapport à notre activité physique, à nos besoins et à nos dépenses au petit déjeuner, va permettre d'être nettement plus en forme pour le reste de sa journée. Alors, peut-être qu'en une fois, le premier jour, on va ressentir une petite différence, mais c'est quelque chose qu'on doit mettre de manière chronique, de manière continue, et ça se remarque sur du moyen et évidemment du long terme. Ok. La chose qu'il faut surtout éviter de faire avec le petit déjeuner, donc je parle de bonnes choses à mettre en place, mais je parle surtout ce que je veux souligner, c'est d'éviter de retirer les mauvaises choses et les mauvaises habitudes. Je pense qu'on aura plus d'impact à retirer les mauvaises choses de son alimentation et principalement de son petit déjeuner que d'ajouter uniquement les bonnes choses qu'il nous faut et qu'il nous manque. Ok. Comme j'en avais déjà parlé la dernière fois, je préfère quelqu'un qui démarre sa journée à jeun sans avoir un mauvais déjeuner que quelqu'un qui mange un petit peu ce qu'il a sous la main, mais que c'est des mauvaises choses. Donc, c'est un pas mauvais terrible. petit déjeuner, c'est quoi concrètement? Alors, concrètement, c'est un peu ce que la majorité des gens font, malheureusement. Donc, on parle beaucoup des Kellogg's, des céréales. Ça, c'est un peu, je pense, le déjeuner, je crois, numéro 1 chez le Belge classique. Je veux dire, Oui, ou tout ce qui est viennoiserie aussi. Donc, tout ce qui est en apport très sucré, peut-être. voilà, Premier petit déjeuner. principalement sucré, mais les viennoiseries, je veux dire, tout le monde sait que c'est mauvais. Très bon goût. Voilà, les Kellogg's, les céréales, etc. C'est un peu ce côté healthy, ça a ce côté un peu bon petit déjeuner, ça a ce côté donnez-le à vos enfants, etc. Et donc, on oublie que c'est une alimentation ultra transformée, bourrée de sucre, ou en tout cas avec un index glycémique élevé, et en fait assez pauvre en plein de bonnes choses. Pauvre en bonnes graisses, pauvre en protéines de haute valeur biologique. Bon, parfois pauvre en fibres, quoique ça dépend des marques, très pauvre en minéraux, riche en sucre, enfin voilà, c'est quelque chose de très Et alors, en mauvais, gros, quoi. pour un peu vulgariser tout ça, quand t'as pas quelque chose d'équilibré et que tu as quelque chose de manière isolée trop sucré, c'est là qu'en fait, tu as des gros coups de fatigue parce que ta glycémie n'est pas du tout stabilisée. Et donc, tu perds cet équilibre qui fait qu'après, tu as les gros downs, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est quand on a une arrivée d'un aliment ou d'un bol alimentaire, donc d'un repas avec un index glycémique et une charge glycémique trop élevée, on a une montée de sucre dans le sang qui va être trop importante par rapport à la quantité de glucides qu'on consomme. Donc notre corps va libérer beaucoup d'insuline pour en fait réduire ce taux de sucre dans le sang. Avoir le taux de sucre élevé sur du long terme, en fait on a notre sang qui se transforme un petit peu en sirop, donc avec une teneur en glucides élevée, et c'est très mauvais pour les vaisseaux sanguins, surtout les petits vaisseaux sanguins, donc les capillaires. Donc c'est très mauvais pour les extrémités, au niveau des doigts, au niveau des pieds. Un diabétique par exemple qui gère mal son suivi, surtout les diabétiques de type 1 qui sont insulinodépendants, ces personnes peuvent avoir ce qu'on appelle le pied diabétique, c'est-à-dire ils ont une mauvaise circulation dans les membres inférieurs et parfois ça va jusqu'à l'amputation du pied. Ok. Voilà, ces personnes peuvent aussi, donc on a des tout petits capillaires au niveau des yeux, donc
perdre la vue, enfin en tout cas abîmer fortement la vue et des choses comme ça. Donc oui, en gros, avoir un bol alimentaire trop riche en sucre est très mauvais. On ne le remarque pas tout de suite, mais de manière aussi continue, chronique. Notre pancréas va en fait se fatiguer à fournir beaucoup d'insuline et il en fournit de manière disproportionnée. Donc quelques heures après, 2-3 heures après, parfois même pas, on a en fait eu trop d'insuline par rapport à la quantité de glucides et là, notre taux de sucre en fait descend sous le minimum. Et là, on se retrouve en hypoglycémie. Alors l'hypoglycémie, c'est une sensation que je pense tout le monde connaît. Ça arrive très vite. Et quand elle est là, on sait plus l'anticiper. On a des tremblements, on a les jambes qui tremblotent. En fait, on a envie de sucre. Ouais, on a à envie fond. de plonger sur une gaufre sucrée, plonger sur un verre de coca. Et parfois, on a même commence à avoir de la sueur froide, des tremblements. Ça, c'est une hypoglycémie. Et quand elle est vraiment très forte, on a carrément envie de s'asseoir, on tremble. C'est vraiment quelque chose. Et qu'est-ce que tu recommandes quand on est dans cette situation et qu'il est parfois trop tard et ne pas se jeter sur quelque chose de sucré? Qu'est-ce qu'on consomme alors? Alors, l'idéal est d'arriver à ne pas avoir cet état, bien évidemment. Grâce à de l'équilibre alimentaire. Grâce à l'équilibre alimentaire, en gérant sa quantité de glucides. Bien évidemment, maintenant, ça peut arriver dans le cadre d'un effort physique très intense. Oui. Et là, évidemment, il faut recharger avec des mauvais sucres, mais on vient de faire une activité physique, donc là, on en parlera un peu plus tard dans le podcast par rapport à l'alimentation autour de l'entraînement. Mais effectivement, lorsque ça arrive, il faut se poser, se calmer. Hein. Je veux dire, si on est en train de conduire sa voiture, qu'on ne se sent pas bien, il faut faire par exemple un petit peu gaffe. Mais de réintroduire des glucides pour en tout cas remonter ce taux de sucre. Mais disons que c'est palliatif. C'est juste pour le petit moment-là, mais il faut essayer que ça n'arrive pas régulièrement. Et un petit déjeuner vraiment très équilibré pour un peu leur donner l'astuce aussi et pas que le négatif à retirer. Bien sûr. On est d'accord qu'on part sur une base, comme tu me le conseilles dans mon alimentation à moi, de fibres, de bons lipides, donc de bons gras et de protéines. Exactement. Ça stabilise parfaitement la glycémie. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que les glucides ne sont pas obligatoires. Donc, attention, je ne les interdis pas au déjeuner comme certains le disent. Moi, je pense qu'ils ne sont pas forcément obligatoires au petit déjeuner. Maintenant, s'ils sont introduits au déjeuner, il faut qu'ils soient de grande qualité, c'est-à-dire avec un index glycémique bas. Donc, tu peux par exemple prendre des féculents complets, des légumineuses, tout ce qui va être l'inverse du sucre en quelque sorte. Voilà. Maintenant, moi, je préfère encore répartir les glucides plus tard dans la journée, surtout autour de l'entraînement de manière plus stratégique que les mettre au déjeuner. Quelqu'un qui est en pleine croissance, qui a un métier physique, qui cherche à prendre du poids, bien évidemment, qui doit mettre des glucides au déjeuner. Donc, idéalement, pour qu'on fasse une version salée, une version sucrée, je vais dire ce que je mange parce que j'ai bien appris et je l'applique au quotidien. Donc, par exemple, si je veux manger salé, dans les œufs, dans le blanc, je retrouve les protéines. Dans le jaune, les bons lipides. Si je veux rajouter des bons lipides, je peux même prendre des avocats ou une poignée d'oléagineux. Et alors, dans mes fibres, généralement, moi, j'aime bien rapidement prendre les légumes de la veille et les réchauffer pour avoir mes fibres, ou alors juste prendre des petits champignons. Alors, excellent, vraiment excellent. Maintenant, si tu rajoutes des oléagineux, tu auras également des fibres qui vont arriver avec, n'oublions pas. Maintenant, ça, c'est vraiment un déjeuner tip-top. Bon, il faut avoir l'appétit, l'envie de le manger, bien évidemment, mais ça reste une habitude. Là, je vais faire une petite parenthèse sur les œufs, parce que souvent, ça étonne les gens. Alors, effectivement, le blanc ne contient que des protéines et de l'eau, évidemment. Le jaune contient les lipides, l'eau, au même titre que le blanc, mais également des protéines. Donc le blanc et le jaune ont la même teneur en protéines, mais souvent on parle du blanc, parce que le jaune est considéré comme gras, oui, plus gras. le jaune, Voilà. on ne sait pas scinder les protéines du jaune avec les lipides du jaune, ils sont ensemble. Mais le jaune a la même teneur en protéines que le blanc. Voilà. Ok, intéressant. Petite info, il y en a Très beaucoup intéressant. qui ne le savent pas. Ouais, certainement. tout à fait. Et du coup, pour ma version sucrée, pour avoir des protéines, moi, je prends un petit bol de yaourt, mais plutôt kéfir, par exemple, ou skyr, donc pour avoir ma base de protéines. Pour avoir mon bon gras, je vais peut-être ajouter du beurre de cacahuète, que j'adore. Et alors, qu'est-ce qui me manque dedans? On a dit protéines. Ah oui. Du coup, au niveau des fibres, pareil, en fait, je pourrais rajouter mes oléagineux. Oui, maintenant, t'en as dans le beurre de cacahuète. Ou des fruits. Voilà, t'en as dans le beurre de cacahuète, t'en as dans les fruits. Maintenant, les fruits, tu introduis un peu de glucides. Voilà, c'est pas un drame, hein, loin de là. Tu peux mettre, de nouveau, si on parle un peu des glucides, des flocons d'avoine ou des flocons... Moi, je suis plus flocons de sarrasin, mais tu peux également mettre 1, 2, 3 cuillères à soupe de flocons. Voilà, ça épaissit, ça va jouer sur la satiété, ça va te permettre d'avoir faim beaucoup plus tard en matinée aussi. Ça va rendre beaucoup plus compact ton déjeuner. Alors, moi, je suis plus pour le kéfir que le skyr. Je le trouve plus intéressant au niveau des micro-organismes, des probiotiques qui se trouvent à l'intérieur. Et moi, je le suis encore plus au niveau yaourt de chèvre ou de brebis. Moins inflammatoire que les yaourts de vache, plus digeste, protéines mieux assimilables. Enfin, voilà, il y a beaucoup à dire dessus. Et alors, pour parler du brebis, là, on sait vraiment faire un déjeuner très compact qui s'apparente un peu comme si on utilisait du fromage blanc. Et là, on a un effet sur la satiété. On a vraiment un bloc qui tombe dans l'estomac. Ça permet d'avoir son appétit qui arrive beaucoup plus tard de nouveau en matinée. Ok.
Trop bien. On va passer à la question 2, parce que je pense que là, on a fait le tour pour au moins bien commencer sa journée et Voilà. stabiliser. Après, ça reste plus ou moins la même règle de mal vulgariser pour les autres plats, hein, avec un certain équilibre pour tenir. Alors ici, on va commencer avec un top 5 et on va voir si on monte jusqu'à un top 10 des aliments que toi, diététicien, tu consommes tous les jours, sans aucun problème. On peut commencer avec 5 et on voit si on grappille jusqu'à en avoir 10. Alors, j'ai quand même un petit peu travaillé avant de venir te Oui, voir. il a pris son bloc-notes. Bon, cette fois-ci, j'ai fait des notes parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Donc, je me permets quand même de prendre mes petites notes avec moi. Alors, j'ai classé le top 10 des aliments que moi, je consomme tous les jours ou à 90% du temps, je les consomme. Hein. Ok. Évidemment, si on est invité à gauche, à droite ou si on Il y a a le côté social. des impératifs au niveau de sa journée. Et je les ai divisés en 3 familles. Donc, j'ai fait 3 et 1 à part. Comme ça, j'ai les 10. Allez, go. Alors, première famille, donc les bonnes graisses. Donc moi, les 3 aliments, on va dire des aliments que j'utilise en tant que bonne graisse. Il y a l'huile d'olive, que j'emploie tous les jours. Il y a les oléagineux et les beurres d'oléagineux. Ok, est-ce que tu peux réexpliquer juste en un mot, donne 4-5 exemples d'oléagineux? Alors, on les confond souvent avec les fruits secs. Donc, un fruit sec est un fruit déshydraté. Donc, Oui. un raisin sec, un abricot sec, une date, etc. Tout à fait. Un oléagineux est un fruit à coque. Donc, noix, amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, Parfait. etc. La cacahuète, c'est un peu une exception. On la considère dans les oléagineux aussi parce qu'elle a la même composition, même si au niveau biologique, ce n'est pas un oléagineux. Mais bon, voilà. Ok, Donc, parfait. avec la version en beurre, évidemment, beurre de cacahuète, beurre d'amande, etc. Mmh. Et moi, j'utilise tous les jours également de l'huile de graines de lin. Et alors, j'ai également mis, bon, tu vas me dire que j'en cite plus que 3, mais avec de l'huile de bourrache, cassis ou onagre. Ok, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, l'huile de graines de lin, c'est ce qu'il y a de plus riche. À mon avis, ils sont peut-être 2 ou 3, mais en tout cas, l'huile de lin, c'est ce qu'il y a de plus riche en oméga 3. On est pratiquement à 60% d'oméga 3. Alors, oméga 3, petite parenthèse, c'est bon pour le cœur, pour le cerveau et surtout pour le côté anti-inflammatoire. Exactement, oui. Niveau cardiovasculaire, ça facilite le travail hormonal, ça rend beaucoup plus souple ce qu'on appelle les doubles membranes de phospholipides des cellules. Et donc, en fait, les messages ont beaucoup plus facile à rentrer dans une cellule. Donc, les hormones ont facile à rentrer, les déchets ont facile à s'évacuer. En fait, ça fluidifie, ça ouvre les portes à ton métabolisme, si Et tu si veux. tu ne consommes pas vraiment du poisson gras, par exemple, tous les jours, tu manques et tu es carencé généralement d'oméga 3. Alors, on est souvent carencé en EPA et en DHA qui sont un peu, comme je l'avais déjà dit, la Rolls-Royce des oméga 3. Oui. D'accord. Il y a les oméga 3 généraux, c'est ceux qu'on a par exemple dans l'huile de graines de lin que je cite. Mais alors, le taux de conversion de l'organisme est très faible en EPA et en DHA. C'est pour ça qu'on conseille malgré tout, si on a un apport conséquent d'oméga 3 végétaux, d'avoir quand même un apport d'oméga 3 animaux, donc en provenance des poissons. Maintenant, quelqu'un qui va consommer, moi je prends 2 cuillères à soupe d'huile de graines de lin. Mais tu la bois comme ça? Oui. Ok. Donc, mais ça reste au frigo, au Comme frais. à l'époque dans Harry Potter, quand ils devaient tous passer pour donner la cuillère et manger de l'huile de foie de morue ou des trucs comme ça. Oui, c'était Harry Potter, ça. Je pense. Ah, je me rappelle plus, ça date. Hein. Dites-nous si vous avez la ref. Il y avait ça dans l'émission, là, le pensionnat Chavannes. Ah, c'est peut-être ça que je confonds, c'était souviens. horrible, Ouais, ça avait l'air dégueulasse. Pensionnat des années 50, mais version 2000. Et alors, donc oui, bon, ça n'a pas ce même mauvais goût, ça a un goût, je ne vais pas dire ni bon ni mauvais, quoi, voilà, sans plus. Et alors, onagre, bourrache, cassis, ce sont les 3 huiles végétales qui contiennent de l'oméga 6, mais l'oméga 6 qu'on appelle souple, du DGLA, un oméga 6 très rare, en tout cas qui ne se trouve que dans quelques familles. Et qui sert à quoi? Et il a un peu le même rôle que les oméga 3. Ok. Donc à l'inverse, les oméga 6 classiques ont un rôle plutôt pro-inflammatoire. Alors il en faut, ils sont vitaux, mais à forte dose, ils sont pro-inflammatoires. Tandis que ceux-ci, non. En fait, ils sont donc ultra intéressants. Donc là, bon, le prix de ces huiles-là n'est pas donné pour des petites bouteilles. Donc je prends une petite cuillère à soupe, on va dire, tandis que l'huile de graines de lin, j'en prends 2. Ok. Mais voilà, donc l'huile d'olive, les oléagineux, les versions beurre d'oléagineux, et alors lin, bourrache, onagre, cassis pour les oméga 6. Alors, deuxième famille. Deuxième famille, glucides, donc Oui. principalement féculents. Alors moi, c'est le sarrasin, les flocons de sarrasin que j'utilise énormément. Plus que le flocon d'avoine, alors c'est ce que tu Le recommandes flocon d'avoine, davantage. j'en ai même pas à la maison. Ok. Donc flocons de sarrasin, les lentilles, donc en version lentilles
en tant que tel, mais en version pâte aussi. Oui, qui est Des- parfois meilleur aussi, où on a l'impression de manger un plat de pâtes. Oui, alors voilà, donc on moi, a cet apport en protéines c'est en fait, ça. qui est intéressant en C'est ça. plus. Ouais, tu as 25 grammes de protéines végétales C'est et tu as hyper à peu intéressant. près t'as 10-12 grammes de fibres, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça à peu près. D'ailleurs, pour ceux qui ne mangent pas de viande, comme moi, c'est hyper intéressant d'aller chercher ce complément en protéines Mhm. dans des pâtes de lentilles, par exemple, Oui, oui, tout à fait. plutôt que de prendre un shaker, si jamais c'est pas quelque Ouais, chose ouais, que non, vous c'est une consommez. quantité de protéines végétales énorme. Et par exemple, moi j'ai beaucoup de pâtes de lentilles corail, donc c'est des pâtes roses. Mais Ouais. c'est la même composition que la lentille en tant que telle, quoi. Et alors, dernière, ce n'est pas un féculent, ce n'est pas une légumineuse, ce sont les figues séchées, donc un fruit séché. Alors, tout le monde va se dire, bah, c'est quand même sucré. C'est sucré au goût, mais l'index glycémique est moyen. Donc, en fait, on a un index glycémique comme le riz basmati, voire même plus bas, un peu comme les flocons de sarrasin, les flocons d'avoine, en dessous de 60. Donc, à quantité de glucides égale, on pourra avoir sa viande, ses légumes, et au lieu d'avoir du riz ou du quinoa, par exemple, on peut avoir quelques figues. Tout Oui, simplement. alors c'est vrai qu'en féculent, tu parles toujours un petit peu de toutes ces familles-là parce que on est un petit peu de l'approche à pas trop consommer de gluten. Et donc, c'est pour ça aussi que Ouais. tu fais ces comparaisons par rapport au riz, Voilà, etc. exactement. Ok. Bon, ça, j'encourage On tout le en monde a parlé dans le premier à aller podcast. revoir le premier podcast. Je vous le mets en description, je vous le mets quelque part si vous voulez aller jeter un œil. On en a parlé de long en large. Donc voilà, donc moi pour mes familles au niveau glucides, c'est vraiment ces trois-là que je consomme quotidiennement. Et alors pour la dernière famille, il y en a un que j'ai mis sur le côté. Donc pour l'apport en protéines, donc il y a les œufs qu'on vient de parler dans la question précédente et aussi pour l'apport en bonne graisse, mais les œufs, ça j'en consomme tous les jours. Le poulet, valeur sûre. Pas pour les végétariens. Pas pour les végétariens et les Mais je véganes, bien comprends. évidemment. Mais voilà, du blanc de poulet de qualité, ça se trouve environ à 10 € le kilo quand on arrive à prendre les formats plutôt maxi-pack familial ou des choses comme ça. C'est ce que tout sportif, tout apport protéinique, enfin je veux dire, voilà, le blanc de poulet, c'est simple, c'est basique, il y a ce qu'il faut. Mhm. Et alors moi, je mange quand même très régulièrement, voire pratiquement tous les jours, je l'ai mis ici aussi, de la viande rouge. Donc la viande rouge, il faut essayer de pas exagérer pour l'apport en fer, mais très franchement, je pense que pour dépasser un apport en fer, surtout chez la femme, c'est très compliqué. Une femme qui a toujours ses périodes de menstruation, bien évidemment, parce que sa demande en fer explose, elle est 2 fois plus élevée que celle de l'homme, et les femmes ne sont pas des grosses mangeuses de viande. Donc voilà, pour moi, une viande rouge de qualité, donc on va chercher, quand j'ai chez le boucher, ça peut être à la boucherie du Bien supermarché, mais je veux dire qu'il n'est pas transformé, à une quantité raisonnable. Pour moi, à mon sens, on peut en manger tous les jours. Et alors, pour ceux qui ne mangeraient pas de viande, franchement, je vous recommande de consommer très facilement un shaker, en fait, protéiné, ou une petite barre durant la journée, tu vois, parce que tu parlais de l'apport protéique. Si jamais il vous manque, ben, c'est vrai que moi, franchement, tous les jours, je me prends mon petit shaker. C'est hyper facile à faire. On peut trouver des goûts qui sont hyper bons. Et ce n'est ni des stéroïdes, ni des produits dopants pour ceux qui se poseraient encore la question. C'est vraiment quelque chose qui peut être consommé de manière quotidienne Bien sans sûr. aucun problème, quoi. Et alors, on oublie le poisson. Moi, je suis pas un grand mangeur de poisson. Voilà, c'est plus au niveau du goût que je suis pas très fan, mais au niveau qualitatif, j'ai aucun problème avec le poisson. Donc, bien évidemment, quand je parle de viande rouge, on peut très bien remplacer ça par Bien sûr, par par du n'importe poisson. quel apport en protéines, quoi. Et en dernier, alors, ton bonus le 10, c'est les légumes, tout simplement. Ah Ouais, donc là, moi, j'en mange également tous les jours. J'essaye d'en manger 2 fois par jour, Ouais. d'avoir environ 2 fois 200 à 300 grammes par jour, donc entre 400 et 600 grammes de légumes par jour. Et moi, j'aime terriblement les légumes dits méditerranéens. Donc, on va parler des poivrons, on va parler des oignons, courgettes, aubergines. Voilà, moi, c'est vraiment ce groupe de légumes que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les petits pois carottes. Voilà, généralement, je tourne principalement avec ceux-là et je trouve toujours mon bonheur et ça me Est-ce suffit. que c'est dérangeant de ne pas varier son alimentation? Si on estime que nous, par exemple, dans les légumes, on n'aime que les champignons, on n'aime que les aubergines, est-ce que ça pose réellement un problème aujourd'hui de ne consommer que ça et de ne pas spécialement varier cet apport Tu vois, par exemple, dans les viandes, il n'y a pas énormément de choix. Tu as Oui. quelques viandes et puis, en grosso modo, tu as fait le tour. Par contre, dans les légumes, c'est très large. Donc moi, je conseille aux gens qui n'aiment pas trop les légumes, qu'ils en choisissent quand même 3, 4, 5, Ouais, c'est qu'ils ça. aiment bien et qui tournent régulièrement avec cela. Des légumes, il y en a des dizaines et des dizaines. Qu'on en choisisse quelques qu'on apprécie ou qu'on prenne des mix. Et voilà, moi, c'est... Et ça se Voilà. suit Si rapidement. l'alimentation est bonne, je ne vais pas dire que c'est mauvais de ne pas la changer. L'idéal est quand même d'avoir une petite
Petite variation de plaisir. mais en restant dans de la qualité au niveau nutritionnel. Ok, Quoi. trop chouette. Alors, question 3. Alors, celle-là, elle est super intéressante et c'est vrai que beaucoup de personnes l'ont demandé aussi dans les commentaires quand je faisais les petites questions sur Instagram et c'est celle que tu m'as dit, il ne faut pas passer à côté, il faut en parler. Quels aliments, selon toi, on pense vraiment qu'ils soient bons et qu'en fait, ils sont vraiment pas bons et que bien souvent, c'est soit des coûts marketing, soit une éducation qu'on n'a pas autour de l'alimentation. Donc, est-ce que tu peux m'en citer, je ne sais pas combien tu en as préparé, mais qui sont pas bons, mais qu'on pense qu'ils le sont, quoi. Alors, j'en ai préparé 5. Alors, il y en a un dont on a déjà parlé, ce sont les céréales petit déjeuner. Donc, on a souvent cette image, surtout quand on voit les publicités à la TV. Moi, quand on était gamin, il y avait les pubs pour le petit déjeuner. On avait envie de manger les Kellogg's. On avait envie que ce soit les chocolatés. On avait envie d'avoir le petit cadeau dans l'emballage de céréales. Donc, voilà, les Kellogg's, bon, on en a parlé en début de vidéo. Pour moi, ça, c'est vraiment un aliment qui, dans l'imaginaire collectif, est sain, mais en fait, pas du tout. Le deuxième, et celui-là, je l'ai encore vu cette semaine sur des plans alimentaires de mes patients, c'est la galette de riz. Les galettes de riz. Ah, intéressant, bah oui, avec un peu de beurre de cacahuète, je pensais que c'était pas si mauvais. Alors, la galette de riz, le problème, c'est qu'effectivement, c'est une base où il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sucre. On regarde la composition, on a 80% de glucides, dont sucre 0 ou 1 ou 1,5, enfin, pratiquement rien. Mais le problème, c'est que ça a déjà été pré-cuit. Donc, c'est très léger. C'est comme de la frigolite. Les flocons sont déjà ouverts, en fait, si tu veux. Et quand tu l'ingères, la digestion va être très rapide et ça va s'assimiler très vite. Et donc, on a un index glycémique, alors je vais donner des ratios, qui est d'environ 80. Le saccharose, le sucre blanc, donc celui qu'on trouve dans le coca, par exemple, est de 68. Donc, c'est-à-dire qu'à quantité égale de glucides, il est préférable de boire du coca que de manger des galettes de riz. Incroyable. En fait, manger des galettes de riz, c'est pire que de manger des bonbons, en fait, comme ça. Waouh. Moi, je conseille de remplacer par des galettes de maïs. Là, tu as un index de 50. Et le goût est fort différent ? Elles sont un peu jaunâtres. Ok. Tu as effectivement un goût... Moi, je trouve personnellement que c'est pas très savoureux une galette de riz, ça dépend ce qu'on met dessus. C'est le beurre de cacahuète qu'on met dessus qui est bon. Ou peu importe. Mais donc voilà, la galette de maïs, ça reste moyennement savoureux, c'est un peu la même gamme. Mais là, on a un index beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il faut c'est pas exactement du simple au double, mais admettons, si on arrondit du simple au double, on pourrait manger 2 fois plus de galettes de maïs que de galettes de riz pour avoir la même réponse au niveau glucides et insuline dans son organisme. Donc, je conseille à tout le monde, au lieu de prendre des galettes de riz, prenez des galettes de maïs. Okay. Simplement, ce sera... Voilà, moi, je vois encore ça. J'ai encore vu cette semaine, c'est pour ça que je tenais à en parler. Troisième. Alors, là, maintenant, on commence... Mais ça me passait par la tête, mais on commence à savoir que c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est la confiture. Ouais. La confiture, la bonne confiture fait maison non, et tout. Non, parce que faite maison, t'as au moins 50% de sucre. Oui, mais alors je la fais alléger, je mets que 30%. Oui, mais ça reste 30%. Voilà. Ça reste, ok, tu la manges. Le coca, c'est 11% de sucre. 30%, c'est 3 fois plus sucré que du coca. Évidemment, tu vas pas avoir... non, la couche, oui, bien sûr. Ouais, et puis la même quantité que dans une canette. Mais franchement, la confiture, pour moi, à bannir. Ok, quatrième, avant-dernier du coup. Quatrième, alors... Hop, on va un peu rebondir avec les galettes de riz, la baguette de pain blanc. Oh là là, les Parisiens vont se désabonner. Oui, peut-être, je m'en excuse. Mais la baguette de pain blanc, c'est dû à sa préparation, à sa cuisson. Okay. On a un index glycémique qui dépasse 90. Wow. Donc en fait, souvent on imagine le sandwich. Oui, mais le sandwich, je vais mettre... Même si tu mets une bonne matière grasse dedans, même si tu mets une protéine de qualité, même si tu mets des crudités et que tu as cette photo du sandwich, tu vas te dire, c'est quand même quelque chose de sain. Mais si on veut absolument un sandwich dans cette même configuration, quel pain on prend ? Alors, moi, je rebondis de nouveau sur tout ce qui est pain de sarrasin, pain de farine de châtaigne, pain au levain, par exemple. Intéressant. Voilà. Okay. Alors, de nouveau, je ne suis pas pour le gluten, mais si vous prenez du ciabatta, ouais. je n'arrive pas à le prononcer, c'est un pain beaucoup plus dur, on le déchire, on le mâche, et généralement, quand on mange un sandwich, qu'on a très faim, 2-3 heures après, on peut de nouveau avoir faim. 3 heures après, 4 heures pour ceux qui ont peut-être un estomac un peu plus petit. Mais la baguette ciabatta, là, tu as vraiment quelque chose de très dense et la digestion va être beaucoup plus lente, tu auras un effet sur la satiété beaucoup plus important. Une digestion plus lente, une assimilation plus lente et donc un index glycémique qui va être plus bas, par définition. Voilà. Okay. Mais bon, la fidèle baguette de pain blanc, c'est comme la pizza, c'est comme le burger, c'est un peu dur à remplacer. Bien sûr. Mais c'est pour dire que dans l'imaginaire collectif, attention, la baguette de pain blanc... Et même, c'est servi parfois à table au restaurant, on se jette dessus avant même de commencer son plat. Donc il faut qu'on fasse... On a faim, c'est pour ça. C'est pour ça. Et dernier, du coup ? Dernier, je l'ai cité, mais je n'en ai pas plus parlé que ça, c'est le fromage blanc. Donc moi, le fromage blanc, c'est
très diététique, ça se voit encore beaucoup dans les plans alimentaires. Pour moi, le fromage blanc, c'est beaucoup de lactose, beaucoup de caséine, fort inflammatoire, moyennement assimilable. La caséine, tu sais juste réexpliquer ce que c'est? La caséine, en fait, dans le lait, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les fromages, que ce soit vraiment du fromage blanc, yaourt, etc., jusqu'au parmesan, donc des produits laitiers les plus riches en eau jusqu'à ceux les plus déshydratés, il faut garder à l'esprit que la caséine représente 80% des protéines des produits laitiers, tout simplement. La whey, c'est le lactosérum, c'est les 20% restants. Ok. D'accord. Donc le lactosérum est une protéine beaucoup plus digeste, beaucoup plus assimilable, tandis que la caséine, moins assimilable, beaucoup plus pro-inflammatoire. Pour moi, c'est quelque chose. D'ailleurs, les compléments de caséine, je conseille à tout le monde de s'en séparer, de s'en débarrasser. Ok. Ouais, franchement, moi, je suis vraiment pas pour la caséine. Ça fait vraiment une dizaine d'années que je n'en consomme plus. Et le fromage blanc, pour moi, rassemble. Et donc, on tout le ce qui est remplacerait par ce que tu disais tout à l'heure, brebis, chèvre, skyr ou kéfir, même si c'est un voilà, petit peu et moins. éventuellement même yaourt végétal aussi. Ah ouais, ok. Ouais, sans problème. Donc voilà, le fromage blanc. En fait, le fromage blanc n'est pas un poison en soi. Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais il y a tellement des alternatives faciles pour remplacer. C'est comme dans le rayon, il y a la galette de riz. Ben, prends la galette de maïs, oui, elle est à côté. c'est juste à côté. Tu as ton fromage blanc qui est là, ben, prends un yaourt de chèvre, il est à côté. Voilà. Bon, maintenant, remplacer un sandwich, une pizza, c'est pas facile. Mais Bien ça, sûr. c'est tellement facile à remplacer que voilà. Donc ça, c'est Ok, les 5 trop bien. aliments. Alors, juste ici, pour les citer, pour que ça soit quand même une question rapide et qu'on puisse avoir le temps de répondre à toutes les questions. Ouais. Quels sont pour toi les aliments qu'on considère comme anti-inflammatoires? Parce qu'on sait qu'on a des petits bobos au quotidien qui parfois peuvent être vachement soulagés grâce à l'alimentation ou effectivement un complément alimentaire en oméga 3. Mais admettons qu'on n'en consomme pas des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux me citer quelques, sans développer, mais quelques aliments anti-inflammatoires? Alors, il y a les fruits rouges. Les fruits, mais principalement les fruits rouges. Parce qu'il y a l'antioxydant en plus? Oui, des polyphénols, des petites choses. Ok. Voilà, Alors, disons que chaque famille de fruits va avoir des qualités, des avantages, etc. Pas vraiment de défauts, hein, je rassure. Mais effectivement, les fruits rouges vont être plus axés au niveau anti-inflammatoire. Ok. Tu as également les poissons gras. Alors là, c'est de par la présence d'oméga 3, bien évidemment. Tu as pour moi l'olive et les huiles d'olive. Alors, il y a un composé, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être, mais qui a un effet anti-inflammatoire qui est proche de l'ibuprofène. Waouh! Ouais. Donc, c'est un anti-inflammatoire. Dans les olives à manger? Oui, enfin, les olives, l'huile d'olive, bien évidemment. Ok. Oui, bien sûr. Alors, l'huile d'olive, attention à la qualité qu'on prend. Bien sûr. Mais les olives Est-ce que tu sais nous donner un petit tip sur l'huile d'olive, la meilleure pour toi? Alors, il faut toujours voir extra vierge ou vierge extra. Ok. C'est le premier critère. Deuxième, bio de préférence. Ouais. Et troisième, provenance d'un pays producteur et uniquement de ce pays producteur. Donc, si on voit origine Union européenne, je ne suis pas pour. Si on voit île de Crète, là, je suis pour. Ok. Voilà. Super. Les oléagineux, les beurres d'oléagineux, notamment par la présence en fibres, très important aussi. Ok. Les légumes, principalement les légumes verts et les crucifères. Ok, c'est aussi pour la composition interne au niveau micronutrition. Et alors, dernière famille qui ne sont pas vraiment des aliments en tant que tels, on a tout ce qui est gingembre, ail, oignon, curcuma, oui, toutes ces bonnes sûr, petites choses. Voilà. Et qui ne sont pas compliquées à cannelle, rajouter. La cannelle, le cacao. Oh, le cacao la cannelle, pur. un bon tips à donner, c'est que je le mets dans les pancakes que je me fais le matin protéinés. Je rajoute un peu de cannelle, ça te fait penser vraiment à la période hivernale, Noël et tout. C'est ça. C'est méga bon et ça ne change rien d'en ajouter, quoi. Ben moi dans le bowl cake que je fais, donc yaourt de chèvre, poudre protéinée, je mets également des flocons de sarrasin et alors j'ajoute, donc beurre de cacao ou beurre d'amande, et alors j'ajoute une grosse cuillère à café de cacao en poudre maigre. Oui, moi aussi. Et alors une demi, parce que je trouve que le goût est fort de cannelle justement et que j'apprends en vrac dans un magasin bio. Et ça donne un... Ouais, c'est trop bon. On a l'impression de manger un dessert, quoi. Ouais, moi Voilà. j'adore. Et ça rappelle vraiment un truc de Noël, je pense, avec les odeurs, les bougies comme ça, odeur cannelle. Enfin, trop bien. Si tu pouvais donner une seule, sans développer, vraiment en un mot ou en une phrase, une seule vraiment résolution pour l'année 2026 dans son alimentation, si on n'avait pas le temps, qu'on a mille et une excuses, juste on change un seul truc dans son alimentation, accessible à tous, qu'est-ce que ça serait? Alors, cette question-là, elle m'a un peu fait rire parce que la réponse que je vais donner n'est pas une réponse alimentaire. C'est l'organisation. Ah, j'adore, j'en parle souvent sur ma chaîne et ça réduit extrêmement fort, je trouve, l'anxiété et le stress, en plus de ça. Je parlais surtout de l'organisation au niveau alimentaire. Évidemment. Il y a l'organisation au quotidien, mais l'organisation au niveau alimentaire, j'entends beaucoup de personnes dire « je n'ai pas le temps de manger le matin ». Ouais, je sais. Tout le monde a le temps. Tu te lèves 15 minutes plus tôt, tu auras le temps de manger le matin.
Oui, mais non, peu importe. 15 minutes sur ta nuit pour avoir un bon déjeuner de qualité, partir en forme pour aller travailler ou faire ta journée, c'est ultra important. Euh, Prévoir le temps d'aller faire tes courses, prévoir le temps de cuisiner au lieu d'un petit repas rapide, on s'en fout. De toute façon, tu vas quand même passer 1 heure devant la TV après. Ouais, c'est Alors, vrai. passe 45 minutes devant la TV et 15 minutes de plus en cuisine. Oui, ou lance ta télé et cuisine en même temps. Voilà. Donc, c'est en fait, moi, je remarque surtout que c'est une fois qu'on est organisé, une fois qu'on a cette routine qui se met en place, ça rend toutes les choses plus faciles. Je pense que c'est vraiment la pierre à l'édifice de l'organisation d'une bonne alimentation. Ouais. J'adore. Franchement, c'est un super conseil et c'est un conseil un peu applicable dans tout. Moi, j'ai réalisé, même si on voulait un petit peu lutter, alors évidemment, ça ne va pas lutter et guérir non plus les personnes hyper anxieuses ou hyper stressées, mais de manière générale, si moi j'ai un tips à vous donner, juste d'organisation aussi, c'est s'endormir le soir, toujours en préparant sa journée du lendemain. Ça te permet vraiment de dormir plus apaisé, je trouve, et d'avoir les idées plus claires sur ce qui va se passer le lendemain. Et je trouve que c'est un super tip, donc c'est cool, parce que ça Oui, oui. rejoint ce que moi je donne dans mes habitudes quotidiennes et dans mes petites routines du soir, donc je trouve ça vraiment cool. Question 6, et pas des moindres, donc il nous en reste 5 avant de passer au petit jeu. Est-ce que vraiment, sans rentrer dans des détails non plus hyper techniques, mais pour les sportifs qui nous regardent ou ceux qui ont pris les bonnes résolutions peut-être de se mettre au sport en cette nouvelle année, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu recommandes juste avant, pendant et juste après une séance de sport? Oui. Donc l'alimentation autour de l'entraînement, donc vraiment le pré, l'intra et le post-entraînement. Donc je vais vraiment réduire la fenêtre. On va parler de cette fourchette d'une demi-heure avant à une demi-heure après l'entraînement. Donc vraiment dans la demi-heure, je dirais même dans les 15 minutes avant l'entraînement, il faut une présence de glucides rapide. Donc en fait, quand on parle de l'alimentation autour de l'entraînement, on bafoue, on va à l'encontre des règles diététiques. Ok. Donc on ne va pas manger des légumes, des fibres, des bonnes graisses, une alimentation complète, etc. 15 minutes dans le vestiaire avant de démarrer sa séance. Par contre, on va prendre une banane. On va prendre des dattes, on va prendre des On est raisins d'accord secs. que juste les glucides, pour que les gens comprennent, c'est aussi ce qui va nous donner de l'énergie pour tenir à l'entraînement. Ça va nous donner le carburant. Ok. Maintenant, si on a passé 2 nuits blanches, glucides ou pas, voilà. Donc ce n'est que le carburant, vraiment. Ok. C'est pas l'énergie, c'est plus le carburant. Il faut le voir comme ça. Donc avoir une présence de glucides rapide avant l'entraînement, mais pas 1 heure avant, vraiment 10 minutes avant. Une banane. Une banane, 3-4 dattes, une poignée Ok. de raisins secs. Voilà, c'est très basique. En fait, quand on va commencer à s'échauffer, le corps va bloquer la sécrétion d'insuline. Donc, en fait, on va ingérer la banane. Elle va se faire digérer, le taux de sucre va augmenter dans le sang et normalement, l'insuline se libère pour le faire descendre. D'accord ? Quand on commence à s'échauffer, le corps dit « Oh, attention, là, on est en mouvement. En mouvement, il faut remonter à la préhistoire. Ah, on est en train de chasser, on se met en effort physique. Voilà, donc le corps a besoin que le carburant reste disponible et pas que l'insuline le rabaisse. Donc, c'est pour ça que si on le mange 1 heure avant, qu'on se pose et puis qu'on va à son entraînement, mais en fait, l'insuline va déjà travailler et puis on va commencer sa séance et on risque de faire une hypoglycémie pendant sa séance. Ok. Alors, je comprends pas, j'ai mangé mes glucides. Oui, mais stratégiquement, tu les as mangés trop tôt. Donc, il faut vraiment les manger dans le vestiaire juste avant. D'accord ? Pendant sa séance de sport, si on s'entraîne 1 heure, 1 heure quart, on peut se limiter à l'eau, boire suffisamment, mais on peut se limiter à l'eau. Au-delà d'1 heure, 1 heure quart, et encore plus si on dépasse 1 heure et demie, moi je conseille d'avoir des glucides à mi-chemin ou dans sa bouteille d'eau. Donc à mi-chemin, après 45 minutes, 1 heure d'entraînement, on va au vestiaire, on reprend 2-3 dattes et hop, on repart faire son sport. Si c'est pas possible, simplement une boisson environ, moi je sais que ça peut monter jusqu'à 8% de glucides, mais je trouve que c'est fort élevé. Moi j'aime bien plutôt taper aux alentours des 3-4% de glucides. Donc une bouteille d'1 litre, on met 30 à 40 grammes de glucides dedans. Et comment ? Alors, soit on achète en complément de la maltodextrine, du glucose, des sucres pour l'entraînement, des complexes pour entraînement. Soit on peut, alors c'est un peu moins intéressant, mais c'est mieux que de ne prendre que de l'eau, c'est de la grenadine, de la menthe ou des choses comme ça. Ou bien on prend un Aquarius. Alors, les Aquarius qui sont très riches en glucides, on met 1 millilitre d'Aquarius, 1 millilitre d'eau. Et là, on a une boisson. En fait, la boisson trop riche en glucides ne va pas s'assimiler assez bien. Elle va être un peu lourde, en quelque sorte. Il faut qu'elle soit fort diluée. L'hydratation, c'est le plus important. L'apport de glucides, c'est secondaire. D'accord ? Ok. Et alors, juste en post-entraînement, là, on peut également réintroduire des glucides comme en pré-entraînement. Donc, reprendre l'équivalent d'une banane. Mais alors, on peut prendre des dattes, on peut changer. On peut prendre des dattes avant, des dattes après, banane avant, banane après, ou date banane, on fait ce qu'on veut. Et l'idéal est d'avoir également une petite présence de protéines. Ok, D'accord. comme quoi par exemple le shaker. Le shaker, généralement, voilà, rapide. maintenant, c'est moins dans les habitudes, mais on peut avoir un repas avec soi, avoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a fait une omelette brouillée. Bon,
Après, il faut le manger froid ou trouver Ouais. un micro-ondes pour le chauffer, mais ça, c'est question de goût et question pratique. Et on peut par exemple mettre de la purée de dattes mélangée. Voilà, il y a quelques alternatives. Ou bien les personnes qui rentrent relativement vite chez elles après leur sport, bah, vous prenez encore une date ou deux après l'entraînement, vous rentrez chez vous, vous cuisinez, vous mangez votre repas avec l'apport en protéines à ce moment-là, quoi. Voilà, Ok. simplement. Alors, question suivante, c'est une question que tu m'as demandé d'aborder aujourd'hui. C'est la question en fait autour des Nutri-Score Le qu'on retrouve. Nutri-Score. Le Nutri-Score. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les magasins en Europe, mais en tout cas en Belgique, c'est vrai qu'on a le ABCDE, je pense, Oui. ça va jusqu'au E, du vert au rouge. Évidemment, on est plus inspiré, on a plus envie, c'est plus attirant d'aller vers quelque chose de vert parce qu'on estime que c'est bon pour le corps. Est-ce que tu contredis? Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le Nutri-Score, de mémoire, c'est vrai que je fais beaucoup mes cours chez Deleuze. Je crois que c'est le Nutri-Score uniquement chez Deleuze. Maintenant, il y a peut-être les autres grandes marques qui ont copié, mais voilà, c'est ma faute. Je ne fais pas vraiment mes courses ailleurs, donc je suis très habitué à. Oui, je fais dans des magasins bio des petites choses à gauche, à droite, mais sinon, mes courses principales, je les fais toujours chez Deleuze par habitude. Le Nutri-Score, donc, oui, ça se classe en 5 lettres, A vert et jusqu'à E qui est rouge, qui est mauvais en quelque sorte. Le problème, c'est que le Nutri-Score, pour moi, il n'est pas juste. Alors, on achète une salade, on achète des légumes, on a un Nutri-Score A vert, bah, c'est pas discutable. Ok, Oui. c'est A, c'est vert, c'est des légumes, ils sont pas transformés, ils sont naturels, c'est tout à fait normal. Un soda bien sucré, il y a le E rouge, on peut pas discuter. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup entre les deux. Par exemple, moi, j'achète pas mal d'aliments qui ont un D ou un E rouge. Donc, un D, Comme de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. le saumon. Le saumon fumé, probablement que moi je prends plus le saumon fumé. Le saumon fumé, tu vas avoir le chocolat noir à haut pourcentage. Ce n'est que des choses excellentes pour la santé. Alors, le saumon, je mets des guillemets, élevage intensif, métaux lourds, etc. Bon, voilà. Mais d'autres poissons gras, tu vas prendre du maquereau, tu vas aussi avoir peut-être un C, allez, mais sinon tu auras un D ou un E, quoi. Parce qu'ils considèrent ça quoi? Comme trop Je ne gras? sais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait le Nutri-Score. Alors, je vais peut-être avoir une parole complotiste, mais il y a peut-être des lobbies derrière au niveau alimentaire. En tout cas, je ne sais pas comment ils l'ont fait parce qu'il y a des aliments, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vois qu'il y a une mauvaise lettre dessus. Je trouve pas ça normal. Tu vas prendre une barquette de filet de poulet, tu vas avoir un B, et puis tu vas prendre des tranches de saumon fumé, tu vas avoir un D. Un dé orange, c'est pas normal. Le filet de poulet, c'est la viande ultra transformée avec du sel nitrité. C'est l'une des premières causes de cancer colorectal chez l'homme. Waouh! Donc très nocif pour la santé. Il y a rien À de ne bon. pas donner à vos animaux alors en fait. Les petits filets de poulet Alors, comme ça. le sel nitrité, en tout cas pour l'humain, c'est l'une des premières causes de cancer colorectal et c'est l'un des cancers les plus meurtriers au monde. Waouh! Maintenant, les animaux ont probablement un tube digestif différent, ça, je ne sais pas. Il faudrait quand même vachement se renseigner parce que c'est vrai qu'un petit filet de poulet que tu découpes comme ça, que tu donnes à ton animal le matin, tu sais, nous on l'a déjà vu aussi, il faut peut-être rester vigilant par rapport à ça. Je sais aussi, petite parenthèse, mais c'est parce que vraiment on aime tellement les animaux qu'on en parle ici et ça me vient au niveau de la tête, à l'esprit, c'est que mon vétérinaire m'a dit qu'attention, on ne peut pas donner des petites conserves de thon aux chats. Alors que les chats, de base, on les connaît pour aimer ça. Alors moi, mon chat n'aime que le poulet, mais bon, voilà, admettons. Parce qu'effectivement, dedans, il y a les métaux lourds, il y a du mercure et il y a, je ne sais plus quoi, de très, très nocif pour les animaux. Il faut se dire que je pense que les poissons sont ceux qui subissent le plus la pollution au niveau de la nature. Voilà, ils sont baignés dans les océans. Les océans, ça devient vraiment la poubelle de l'être humain. Okay. Et le problème, c'est que plus tu vas avoir un gros poisson, plus il va être infecté. Parce que le petit poisson se fait manger par un plus gros, un plus gros, un plus gros, un plus gros. Et puis à la fin, tu as le saumon, puis tu as le thon, qui sont des très gros poissons, qui en fait, c'est une chaîne, ils ont mangé à chaque fois plus gros. Mais c'est-à-dire, ils ont à chaque fois été intoxiqués. Et eux, ils ramassent toutes les toxines en fin de chaîne alimentaire. Par contre, si tu prends maquereau, sardines, anchois, tous ces petits poissons, là, tu as beaucoup moins de polluants, beaucoup moins de métaux lourds et de choses comme ça. Ouais, ok. ouais. Mais du coup, veillez à faire attention à ce que vous donnez à vos petits loups, que ce soit l'être humain ou les animaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de ça et je pense qu'il faut faire vachement attention. Donc voilà, le Nutri-Score, tu vas avoir des Kellogg's qui vont parfois avoir une lettre B, machin, etc. Mais maintenant, il y a eu l'application Yuka qui a fort secoué le Mais game. est-ce que tu penses qu'il y a par exemple des publicités ou des marques qui pourraient payer pour être mis en avant de par des bons ingrédients ou alors ça reste quand même quelque chose
assez fidèles où on pourrait leur faire confiance, ou est-ce que le marketing risque de prendre une place trop importante? Parce que c'est ça le problème aussi. Le marketing, quand on regarde la pub pour Nutella, on a envie de le manger. Ah ouais, à fond. Donc c'est normal, voilà. Coca aussi. Oui, voilà. Ouais, en plus, maintenant, c'est Noël qui arrive. Donc avec le Coca-Cola, les pubs de Noël, ça n'arrête pas. Maintenant, voilà. Mais le Nutri-Score, ça parle à des gens qui n'y connaissent rien. Oui. Et quelqu'un qui n'y connaît rien va suivre ce qui est écrit dessus. Et donc A, B, oh, ça donne envie, C de temps en temps, D, E, on évite. Et le problème, c'est que là, moi, j'en ai cité 3 qui me passent par la tête: l'huile d'olive, saumon fumé et le cacao au pourcentage. Je crois que le beurre de cacahuète n'est pas très bien noté. Ah non. Mais depuis qu'il y a eu Yuka, depuis qu'il y a eu finalement des personnes qui se sont plaintes en disant que c'était un scandale d'avoir des Kellogg's avec une lettre B, par exemple, ils ont remodifié le Nutri-Score. Et c'est vrai qu'avec le temps, je vois que certains produits, oui, ou d'autres qui avaient des bonnes lettres, redescendent. Donc, comparé à quelques années quand c'est sorti, je vois qu'il y a une amélioration, mais il faut quand même rester très vigilant. Soyez vigilant et soyez attentif à ce qui est bon, sain pour la santé, et pas toujours juste des repères marketing. Quoi, moi, je conseille, dernier petit point, je conseille éventuellement l'application Yuka. Je trouve qu'elle se trompe nettement moins que le Nutri-Score chez Deleuze. Ça reste pas, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Ok, cool. Alors là, je vais citer plein de choses que j'ai été chercher sur le net, donc plein de matières grasses à utiliser. Je vais un peu les citer, c'est la 8e question. Il nous en reste 3. Et en fait, dedans, j'aimerais bien que tu me dises dans quelle situation utiliser telle ou telle matière grasse. Donc, je vais te citer le beurre clarifié, les huiles végétales, donc olive, avocat, macadamia, amandes, noisettes, les huiles riches en oméga 3, donc colza, lin, noix, chanvre, caméline, que je ne connaissais pas, les oméga 6, donc tout ce qui est tournesol, maïs, soja, sésame, huile tropicale, coco, huile de palme. Alors, huile de palme, on en a déjà entendu, on connaît, on sait que c'est pas très très bon. Et la margarine, donc c'est un peu tout ce que j'ai retrouvé. Alors, je t'avoue qu'il y en a plein que je connaissais pas, que j'utilise pas du tout, que je n'ai même jamais vu, sans doute de par intérêt que tu m'as conseillé certaines choses et donc j'ai pas cherché plus loin. Mais est-ce que tu peux nous dire concrètement, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on utilise quand on cuisine du froid, quand on cuisine du chaud? Moi, je sais que l'huile d'olive, on ne peut pas la faire bouillir, etc. Mais est-ce que réellement, tu peux nous donner tes tips, nous dire ce que toi, tu utilises? Je sais qu'il existe de la graisse de coco aussi, qui est pas souvent intéressante. Donc voilà, j'ai besoin de ton avis de professionnel. Une huile bonne pour la santé est une huile, évidemment de par sa composition, on va en parler après, mais il faut surtout retenir qu'une huile bonne pour la santé est une huile qui n'est pas abîmée, qui n'a pas été dégradée. C'est-à-dire, si on emploie la graisse de coco, qui est principalement une graisse saturée, comme le beurre, en fait, les graisses saturées sont très stables à la cuisson. C'est-à-dire qu'on peut les chauffer longtemps, on peut les chauffer assez fort, elles ne vont pas s'abîmer. Alors, la composition en tant que telle n'est pas excellente, mais au moins elle ne s'abîme pas à la cuisson. C'est mieux qu'une bonne huile. Tu prends de l'huile de graines de lin très riche en oméga 3, excellent pour la santé. À la cuisson, déjà à la lumière et à la température ambiante, elle s'abîme déjà très facilement. Donc à la cuisson, elle va être complètement, les oméga 3 vont être détruits, enfin tu vas complètement l'abîmer. Et le résultat que tu obtiendras de cette huile-là qui aura été complètement abîmée sera pire qu'une mauvaise huile. Donc pire, même cancérigène? Oui, donc en fait, les très bonnes graisses, en tout cas les graisses qui ne sont pas stables à la cuisson, les graisses polyinsaturées, les oméga 3, les graisses souples souvent, ces graisses-là, abîmées, sont pires qu'une mauvaise huile. Donc par exemple, je me mange une petite salade, je veux mettre une matière grasse dedans, qu'est-ce que je mets? Alors là, comme ça, un plat froid, je conseille de mettre quelque chose qui va être riche en oméga 3, de l'huile de graines de lin, de l'huile de colza, de l'huile de chanvre, si je ne me trompe pas. En oméga 3, j'ai mis colza, lin, noix, chanvre, caméline, mais caméline, je ne connais pas. Noix, oui, effectivement, c'est assez riche en oméga 3, mais c'est 5 fois plus riche en oméga 6. Donc, jamais plutôt famille oméga 6. Mais voilà, donc, et puis, évidemment, si tu aimes le goût de l'huile d'olive, mets de l'huile d'olive. Voilà, tu peux mettre plein de choses dedans. Enfin, en tout cas, tout ce qui est froid, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a pas... Tu peux qualitativement choisir parce que celle-là est plus riche en oméga 3, celle-ci a plus d'oméga 6, GLA, DGLA, comme j'ai parlé dans bourrage, cassis, etc. Mais en gros, tu ne dois pas trop faire attention quand c'est froid. Tu dois plutôt faire attention quand c'est pour la cuisson. Donc là, mais non. Bon, moi, je n'en mange pas. Mais admettons que je cuisine un gros steak bien saignant, tu sais, où ça a besoin de crépiter, d'être bien chaud pour poser ton steak. Qu'est-ce qu'on met dans la poêle? Alors, je conseille le beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est comme du beurre. Le beurre, c'est 82% de graisse. Le beurre clarifié, c'est en fait, on a retiré les 18% restants. Donc, on a du beurre
pur, en fait, à 100% de graisse. Et là, le point de fumée, donc la température à laquelle la graisse va s'abîmer, au lieu d'être à 140 degrés, on est à 240 degrés. Donc, avant d'arriver au point de fumée ou avant de vraiment de brûler un beurre clarifié, bon, sauf si tu mets ta taque à fond, que tu laisses ta poêle comme ça et que tu t'en vas, mais tu peux, tu peux franchement y aller. Donc, beurre clarifié, la graisse de coco, elle est très stable à la cuisson, très très bonne pour saisir, pour griller des viandes, par exemple. Il faut prendre des graisses stables pour pas qu'elle s'abîme, quoi. Alors, la graisse de coco, beaucoup ont saturé, beaucoup de graisses saturées, mais ce sont des saturés qui ne sont pas forcément artérogènes. Maintenant, comme je l'avais peut-être dit la dernière fois, il y a des études qui se contredisent régulièrement avec notamment, je pense que c'est la chaîne à 12 atomes de carbone qui est le premier. Enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails, Non. mais voilà. En gros, On t'a perdu. Par exemple, petite parenthèse, l'huile de palme, c'est l'acide palmitique qu'il y a dedans. C'est le C16, donc à 16 atomes de carbone, qui est le plus mauvais de tous, en fait. Okay. Mais l'huile de palme est très, très stable et très solide à la cuisson. Donc, elle est quand même relativement utilisée dans l'industrie parce qu'on sait qu'elle ne s'abîme pas, en fait. Ok, maintenant je cuisine des œufs le matin, vraiment à feu doux, je mets quoi? Pour le goût, mais du beurre. Ah ouais? Ouais. Mais moi je mets de l'huile d'olive, mais je la fais pas bouillir. Tu peux, vois. oui, mais déjà pour la faire bouillir, il faut y aller franchement. Mais l'huile d'olive, en fait, moi, je pense beaucoup au côté pratique de mes patients, de mes sportifs. Oui, je te dirais, mets de l'huile d'olive sur papier, c'est mieux. Mais ton huile d'olive dans ta poêle, elle se balade. Ouais. Tu casses tes œufs, tu as tes œufs dans l'huile, puis tes œufs sur le côté sec de la poêle. Oui, mais t'achètes une bonne petite marque de poêle. Écoute, non, moi, je pense beaucoup au côté pratique. Le beurre, c'est homogène dans la poêle. C'est super facile. Okay. Je parle bien du beurre, parce que le beurre clarifié, il se c'est balade. compliqué à couper, à machin. Il est au frigo. Pas compliqué. Non. Tac, tu coupes, hop, dans la poêle. Donc, et puis, c'est parce que moi, je déjeune mes œufs avec du beurre et je mets à feu doux. Je les laisse vraiment cuire tranquillement parce que je veux pas que le jaune s'abîme non plus, qu'il cuise. Donc, moi, j'utilise le beurre classique, le vrai beurre classique pour la cuisson de mes œufs. De nouveau, je monte pas à 140 degrés pour cuire mes œufs, donc la graisse est très stable. Voilà. Ok, 2 derniers petits exemples. Si par exemple, je veux faire plein de légumes au four et que je veux ajouter une matière grasse. Alors, tes légumes au four, tu vas les cuire à 160, 170. Ça veut dire donc, 180 max. Ouais, voilà, donc la température va pas être trop élevée. Donc moi, je dirais, l'huile d'olive, ça peut être une bonne chose. Ok. Et en plus, ça tout absorbe bien et tout. Genre dans les aubergines, ça fonctionne bien. L'huile d'olive, il n'y a rien à dire, mais c'est le goût. Hein. Ouais, c'est le goût. Les autres huiles qu'on a citées, t'as l'huile de noisette, d'avocat. Oui, il y en a qui peuvent aimer, mais généralement, il faut dire ce qu'il y a, l'huile d'olive est souvent celle qui a vraiment bon goût, quoi. Ouais. Et donc oui, moi je conseillerais peut-être l'huile d'olive. Et alors dernier, voilà, ceux qui aiment les petites toasts, alors potentiellement un pain sans gluten, mais qui veulent juste tartiner avec du beurre, parce que parfois j'ai déjà entendu des petits déjeuners tartines, beurre, Nutella, tu vois le genre. Oui, mais bon, admettons qu'on enlève tout ça, mais quelqu'un qui veut se tartiner à l'apéro, voilà, un petit peu de beurre, qu'est-ce qu'on met alors? Enfin, quelle matière grasse, parce que potentiellement c'est peut-être pas du beurre. Oui, là les matières grasses, on va revenir sur tous les pestos, les tapenades, les hummus, le guacamole, etc. Ça, pour moi, c'est fait à base d'huile d'olive, colza, parfois un peu tournesol, mais souvent c'est olive ou colza qu'on trouve dedans. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de celles-là, mais elles sont incroyables. Excellentes, en fait. Oui, excellentes. Mais maintenant, tu avais cité la margarine. Alors moi, la margarine, je déconseille. Ça reste quand même vachement transformé. L'industrie est passée derrière, tu vois. Tout le monde va dire, oui, mais l'industrie, tes olives, elles ont été écrasées pour en faire de l'huile. Oui, mais entre le travail mécanique et le travail où on va un peu pousser au plus loin au niveau d'ajout, de composition, etc. Moi, la margarine, je suis pas pour. Autant prendre de la vraie bonne graisse végétale. Comme toutes les huiles qu'on a citées, ou autant prendre du bon beurre parce qu'on a envie de cuire comme ci ou cuire comme ça, ou les autres matières grasses pour tartiner, les tapenades et tout ça. Mais voilà, la margarine, moi, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon frigo, qui ne fait pas partie de mes habitudes et que il y a tellement des bonnes choses à prendre dans les autres bonnes graisses. Pourquoi aller dans la margarine? Va prendre dans les bonnes graisses, quoi. Clairement. Alors, une question rapide, l'avant-dernière, et puis la dernière, elle sera peut-être un peu plus complexe. L'avant-dernière, c'est comment est-ce qu'on choisit des œufs? C'est pas compliqué. Alors, les œufs, avant, ils étaient classés en 4 groupes. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Donc, il y avait les œufs avec un numéro 0 écrit dessus, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais commencer par les pires. C'est les numéros 3 qui n'existent plus, ou en tout cas, moi, j'en ai fait des années que j'en ai plus vu. Ce sont les œufs de poule qui sont élevés de manière intensive et en cage. Catastrophe. Catastrophe pour le bien-être animal, catastrophe pour le stress engendré, catastrophe pour la qualité du jaune d'œuf, parce qu'un animal stressé
développe des hormones de stress, comment dire, même la viande sera de moins bonne qualité, il n'est pas en pâturage, il n'est pas dehors en train de manger que des bonnes choses. Enfin voilà, donc les œufs numéro 3 n'existent plus. Les œufs numéro 2, c'est de l'élevage intensif, mais ce qu'on appelle au sol. C'est-à-dire ce sont des grands hangars, avec des fenêtres, ce sont des grands hangars, les poules ne sortent pas, et elles sont des centaines ou des milliers dans ce hangar, et on leur distribue des graines, et elles gambadent dans le hangar, elles font leurs œufs, bon, etc. Ensuite, le numéro 1, c'est l'élevage plein air. Donc, c'est la même chose. Donc, en fait, elles sont en liberté dehors. Donc, elles ont des graines, mais elles sont en liberté dehors. Elles peuvent manger des vers de terre, elles peuvent manger un peu d'herbe, elles se baladent, elles sont complètement en liberté. Elles ont un espace, elles sont beaucoup moins stressées, elles sont à la lumière du jour. Et pour moi, c'est la meilleure alternative. Et donc, le numéro exact auquel... Ça, c'est le 1 ? Le 1. Okay. Donc, 3, il n'y a plus. 2, c'est dans les hangars. 1, c'est plein air. Oui. Et 0, c'est les bio. OK. Alors... Et bio, ils ont quoi de plus ? Alors, bio, c'est l'alimentation qui va être fournie en plus aux poules. Ils vont faire attention aux graines qu'ils fournissent, etc. Mais j'ai fort remarqué que les œufs bio, je trouve, pour la plupart, pas tous, mais la couleur du jaune est assez pâle et le jaune est fragile. Donc non, alors on n'a plus le jaune qui coule dans ton assiette. Okay, le jaune casse très vite. Ils sont fades. Pour la plupart, pas tous les bio, mais je trouve qu'ils sont souvent fades. Et comparé, quand tu prends un œuf de poule en plein air, tu as un jaune orangé qui est beaucoup plus... Et quand tu le coupes, c'est comme du miel, tu vois, ça descend de manière... Oui, tout à fait. Et ben moi, je trouve que les œufs, disons, plein air, ont ce côté gustatif en plus. En gros, ils ressemblent beaucoup plus... J'ai eu des poules à la maison tout un temps. En gros, ils ressemblent plus aux... c'était les meilleurs, hein, les œufs de poules que j'avais au niveau du goût, c'est incroyable. Mais ils ressemblent... ils s'approchent le plus de ces œufs maison, de ces œufs de la ferme, de ces œufs... Voilà. Le même orange, la même épaisseur du jaune, le même goût prononcé que je n'ai jamais vraiment retrouvé dans un bio. Les bio vendus en grande surface. Maintenant, un bio d'une ferme du coin, etc., j'ai pas essayé. Mais peut-être qu'il y a des perles là-bas, mais voilà, ça, j'ai pas encore essayé. Donc plutôt le 1 ou le 0, quoi. Plutôt 1 ou 0, voilà. OK. Alors, dernière question avant de passer à notre petit jeu. Tu es un grand fan de la cuisine méditerranéenne. Tu en as fait d'ailleurs ton travail de fin d'études à ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes pourquoi pour toi c'est la meilleure ? Peut-être qu'il y a des Méditerranéens qui nous regardent. Et donc, c'est un petit mot pour vous, un petit clin d'œil pour vous et nous expliquer en quoi c'est vraiment... idéal. Quand on parle d'alimentation méditerranéenne, c'est la vraie alimentation méditerranéenne, le régime crétois comme il est publié dans la littérature. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il est si bon ? Parce qu'il n'y a aucune mauvaise chose. En fait, ils ont retiré... en fait, c'est pas qu'ils ont retiré, c'est qu'ils n'ont jamais eu les Kellogg's, les sucres, la viande transformée, l'élevage intensif. C'est excellent. En fait, tout ce qu'on a dit dans ce podcast, finalement, c'est ce qui est regroupé dans leur alimentation. On se répète beaucoup, mais en gros, ils n'ont pas de mauvaises choses et ils ont énormément de bonnes choses. Énormément. Donc, ils ont l'huile d'olive, c'est le pilier chez eux, les oléagineux également. Ce sont des mangeurs de poisson, pas plus que de viande. Hein. Ils mangent beaucoup de viande aussi. Enfin, beaucoup. Ils mangent la viande. Ils mangent de la viande, mais je veux dire plus que chez nous, en tout cas pour le poisson. Beaucoup de légumes. Et alors, la chance qu'ils ont aussi en Méditerranée, c'est de pouvoir manger de saison. Et le fait d'avoir des aliments de saison toute l'année te permet d'avoir de la qualité toute l'année. Nous, on peut manger de saison, pas beaucoup. Voilà, on a un peu limité. Et quand on veut manger de fûts, allez, tout le monde mange des bananes, tout le monde mange des oranges. On sait que ça pousse pas ici. Bien sûr. Donc, de nouveau, ça a été cueilli, récolté avant maturation. Exporté. Enfin, c'est la qualité nutritionnelle, tout ce que le fruit aura pu engendrer pendant sa maturation quand il est sur l'arbre. En fait, tout ça, on ne l'a pas. Et eux, ils l'ont toute l'année. Donc voilà. Allez là-bas. Surtout le régime crétois, donc très riche. En fait, il faut réaliser que c'est une alimentation qui est très très riche en lipides. On a 40%, bon lipides en plus. 40%, voire plus d'apport calorique en lipides, c'est une quantité phénoménale. Donc les bons gras. Hein, les bons gras, ouais. Et donc, c'est chez eux qu'il y a le moins de maladies cardiovasculaires, qu'il y a le moins de problèmes au niveau diabète, au niveau obésité, etc. Alors je parle bien du régime crétois. À l'ancienne, d'avant, comme il est écrit. Il y a certainement encore dans certains restaurants ou dans certains villages. Je dirais plutôt petit village isolé probablement, mais bon, malheureusement, avec les années qui passent, il commence à être écrasé par l'industrie agroalimentaire, la pollution de la Méditerranée, la pollution de manière générale, etc. quoi.
Ok, on passe à notre petit jeu. Allons-y. Je t'explique, il y a 2 petits jeux différents et vous allez jouer avec nous. Ici, c'est ce que je vais faire, je vais te citer 15 aliments. Tu n'as pas le droit de débattre, tu n'as pas le droit d'expliquer, tu n'as pas le droit d'argumenter. Je tiens à préciser que ça, je n'ai pas préparé. C'est plus sur mes fiches, donc je ne sais pas dans quoi on se lance. Ça va être le plus spontané possible. Voilà. Tu ne peux pas argumenter, tu dois juste me donner une note de 0 à 10 sur 10. Donc, admettons, je te dis les Kellogg's au petit déjeuner, tu me dis 0. 0. Mais tu ne peux absolument pas négocier. N'essaye pas parce que je sais que parfois tu veux te justifier. C'est pas un chiffre, mais oui. Non, il n'y a pas. Juste Tu le dis, numéro. Voilà. Ok. Mais tu peux en avoir plusieurs à 10 sur 10, plusieurs à 5, plusieurs machins. Ça va. Et si moi j'estime que j'ai besoin d'une petite explication, Tu me je la te demandes. donnerai l'autorisation de la faire. Ça va. Alors, l'huile d'olive. 9. Ah, donc 9, évidemment, 10 sur 10, c'est le meilleur et 0 le plus mauvais. Les saucissons à l'apéro. 2. Le Coca Zéro. Pareil, 2. Le pain blanc. Te justifie pas. En dessous de 5, ça c'est sûr, mais j'irai 3. Ok, les œufs. Ça dépend lesquels, mais allez, on va dire les bons œufs que tu viens de Top citer. qualité? Bons œufs top qualité? Ouais, 10. 10 sur 10. Waouh. Le gluten. Bah, 0, il n'y a rien de bon là-dedans. Le fromage, mais la burrata. La vraie burrata... La vraie incroyable d'Italie que tu découpes qui est sensationnelle. Allez, je la mets à 7. Ah, Ouais. intéressant. Le saumon, on part toujours de l'idée que ce soit de bonne qualité. Mhm. Pavé de saumon? Un bon petit pavé saumon que tu cuisines, quoi. Oh, je dirais 8, 9. Ok. 8 ou 9? 8. Ok. Je peux pas le mettre au-dessus de l'huile d'olive. Le shaker protéiné. Des bonnes protéines, donc on est à un équivalent de 70-70% au moins de prot dans ton shaker. quoi. Ouais, je dirais 7. Ok, tu peux ne Tu te veux justifier. pas d'explication? Allez, je veux bien parce que je suis une VG et ça m'intéresse. Alors, pour moi, c'est excellent. Je la mets 7 parce que dans l'apport protéiné, pour moi, il y a moyen d'aller chercher de la protéine. Quand je dis naturel, c'est le morceau de viande, le morceau de Oui, poisson, bien bon, sûr. ou même la protéine végétale. Il y a moyen d'aller chercher des top produits en grande surface, chez le boucher, peu importe. Et pour moi, je prendrais toujours un bon morceau de viande, un bon apport protéiné, même végétal, qu'un substitut en shaker. Maintenant, Et si on monte à 80%, que peu tout importe, est bon. même ce serait de la protéine à 100%, bon, à 100%, elle serait pas bonne à boire. Mais même à 95%, 95%, c'est pas le pourcentage. C'est le fait que, pour moi, il n'y a rien de tel qu'un morceau de viande qui a été bien élevé, qui sort d'une bonne ferme, qui a été bien traité. Et là, Notre qualitativement... gros carnivore. Ouais. Tu es en train de vous parler. On peut parler poisson pareil ou, Oui, voilà. je rigole avec mais toi. là, voilà, si, je trouve qu'il y a moyen d'aller plus haut au niveau qualitatif à apport protéiné. Mais Ouais. tu mets quand même 7 sur 10. Hein. C'est ça que tu disais? Ouais, mais 7, c'est un peu négatif. Allez, 8. Ah, mon petit shaker que j'adore. Alors en 10, donc il y en a 15, les oléagineux, donc les poignées de noix de cajou, de noix, de tout ça. Alors pour moi, il y a absolument rien à discuter là-dessus, donc moi je mets 10. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, je le descends un tout petit peu. Tout simplement parce qu'il y a des... Ouais, je peux pas me justifier. Non. Alors, Allez, tu peux te justifier parce que ça a l'air intéressant. je le mets à 8-9 parce que tout simplement, dans les oléagineux, pour moi, il y en a certains qui qualitativement vont être un peu au-dessus, un peu mieux. Ok. Et donc, ils se bataillent tous dans un top. Le meilleur des beurres d'oléagineux? Moi, j'irais le beurre d'amande et de noisette. Pour moi, noisette, pas mal. ouais, amande et noisette. Cacahuètes, c'est parce qu'il y a plus d'oméga 6 que de monoinsaturés, tandis que les amandes et noisettes, on est sur du monoinsaturé. Enfin voilà, donc, mais ils se bataillent, mais ils sont tous très proches. Hein, mais Ouais. voilà, c'est parce qu'il y a un classement à faire. Ok. Je peux pas mettre au-dessus. En 12, le Nutella. Ouf, Aïe, on fait de la mauvaise pub. proche de 0. Hein. Ok. Chocolat, 80%. Un chocolat noir que tu casses, que Ouais, tu ouais, mordis. 80%. 80%, je dois mettre, je dois lui mettre 8. Ouais, j'adore. Ah, parce que du 100%, t'aurais mis 10. Voilà, Ok. par 10%, je mettrai Les un point barres en plus. protéinées, en considérant qu'elles soient bonnes, évidemment, que c'est une bonne composition. Un point en dessous de la protéine, donc 7. J'ai Ok. mis 8 sur la Les protéine. compléments alimentaires. Il y a trop. On va dire les compléments alimentaires, vraiment à partir du moment où ce sont
des compléments alimentaires comme on avait parlé dans le premier podcast. Ah. Donc, ceux qui sont intéressants pour la santé, j'en cite quelques-uns comme ça t'oriente un petit peu vers le point que tu vas donner. Donc, on va parler du zinc, du magnésium, de l'oméga 3, des vitamines D, vitamine C. Si le complément est de bonne qualité, bon dosage, qui sont, comme on en a parlé au premier podcast, je mets 10. Voilà, Ok. Et au premier podcast, on avait fait la pub de certains. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, on travaille avec Nutrimuscle. Donc, si ça intéresse certaines personnes, je vous mets toutes les infos en barre de description et vous avez 5%. Alors, on va passer au dernier petit jeu. C'est un duel. Donc, je te donne 2 aliments. Tu me nommes le vainqueur au chaos. Ok. Grosse baston qui gagne. Ok. Ok, vas-y. Alors, yaourt grec ou yaourt nature? Yaourt grec, Ok. Lait végétal ou lait entier? lait végétal. Œufs au sol ou œufs en plein air? Bah, plein air d'office. Miel, sucre ou sirop d'agave? Miel, mais de bonne qualité. Du Ok. vrai miel. Du vrai miel. Et alors, dernier petit combat, fruits rouges ou fruits secs? Fruits séchés. Fruits secs, oui, fruits séchés du coup. Euh, Donc abricots séchés, tout dates, ça. etc. Dates, etc. Non, toujours les fruits rouges d'office, parce qu'en fait, je me permets de répondre un peu plus Oui, large. vas-y. Les fruits déshydratés faut pas oublier que c'est une bombe de sucre. Ok. D'accord. Alors, j'ai parlé des figues, attention, index plus bas. Les abricots, encore plus bas, c'est un peu 2 exceptions. Mais sinon, dattes, raisins, tous les autres fruits séchés, faut pas oublier qu'on a 60, 70, parfois 80% de sucre. Ok. Et donc là, ça reste... Ok, et alors j'ai envie d'en avoir un en tête, j'ai envie de te le faire, le petit dernier, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne. Mais bon, je sais pas si c'est quelque chose que tu consommes, c'est plus un truc un peu d'effet de mode. Est-ce que tu privilégies en duel le matcha ou le café? Je suis un bon buveur de café. Ouais, Donc je sais. un café de très bonne qualité. Disons que ce combat-là est un peu difficile. C'est comme si tu veux me comparer 2 bonnes choses assez différentes. C'est dur de les mettre en duel, mais du café de bonne qualité, pour moi, a énormément de vertus. Ouais. J'ai rencontré, moi, des filles du coup qui ont créé leur marque de matcha et qui m'expliquaient simplement que vraiment le gros avantage, surtout, c'était au niveau énergie, on en parlait un petit peu au début, qu'il n'y avait peut-être pas le crash qu'il y avait potentiellement après le café. Tu vois, le café, il te monte très rapidement et puis il y a parfois une petite Ouais, redescente. un bon arabica ne contient pas beaucoup de caféine. Ok. Un robusta, oui, mais sinon, un vrai bon café ne contient pas énormément de caféine, très franchement. Ok. Avant d'avoir un pic où il faut prendre un café très riche en caféine et boire une grosse quantité, mais là, moi, c'est plus du psychologique, je Oui, crois. c'est ça. Ouais. Ok. La tasse de café qui réchauffe le matin pour se lancer, c'est pas le café qui me lance, c'est moi Oui, psychologiquement. bien Voilà. sûr, évidemment. Et ben voilà, on a fini. J'espère que ce nouveau format aussi vous a plu et que franchement, on a parlé pas mal de choses. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est cool d'aller un peu dans plein de directions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tu y répondras ou j'y répondrai en fonction des questions, Elle y évidemment. répondra. J'y répondrai, mais je passerai peut-être par lui avant pour m'assurer vraiment de tout ce qui est dit et que je dise pas de bêtises, évidemment, parce que voilà, il est professionnel, c'est son milieu, et donc j'aime bien me référencer à ce que tu dis et ce que tu penses aussi. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter juste avant de clôturer le podcast? Bah, à mon avis, cette vidéo sortira début 2026, je pense. Donc, bonne année à tous, bonne résolution. Et, Organisez-vous. organisez-vous et bon décrassage après les fêtes. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.